Le portail en fer forgé grinça quand Madeleine poussa la grille d'une main tremblante, l'autre serrant contre sa poitrine un cabas en toile usé jusqu'à la corde. Le soleil de septembre descendait déjà derrière les collines de Provence et la lumière dorée baignait la façade d'une bastide en pierre blanche qui semblait appartenir à un autre monde, un monde où les gens comme elle n'avaient là pas le droit d'entrer. La bâtisse était immense, avec ses volets bleu lavande, son allée de cyprès, sa fontaine en pierre au milieu de la cour et ses rosiers grimpants qui recouvraient les murs comme des bras protecteurs. Mais malgré toute cette beauté, quelque chose dans cette maison sentait le vide. Les volets du premier étage étaient fermés en plein jour. Les rosiers n'avaient pas été taillés depuis des mois et leurs branches sauvages s'emmêlaient comme des pensées en désordre. La fontaine ne coulait plus. Et le silence qui régnait dans cette cour n'était pas celui de la paix. C'était celui de l'abandon. Le même silence que Madeleine connaissait trop bien parce qu'il l'avait accompagnée pendant les 7 dernières années de sa vie. Elle s'arrêta au milieu de l'allée, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses propres oreilles. Et elle faillit faire demi-tour. Parce que faire demi-tour, c'est ce qu'elle avait fait toute sa vie quand les choses devenaient trop difficiles, trop douloureuses, trop vraies. Mais cette fois, elle n'avait nulle part où retourner. Derrière elle, il n'y avait que la route, le banc du square de Manosque où elle avait dormi la nuit précédente, et les regards des gens qui passaient sans la voir, parce que les sans-abri, en France, on les regarde sans les voir, comme on regarde les platanes ou les poubelles, ils font partie du décor urbain, ils ne font plus partie des gens. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Une petite fille d'environ 5 ans apparut dans l'embrasure, avec des boucles brunes en désordre, un pyjama à motif de cerise qu'elle portait encore à 4 heures de l'après-midi, et des yeux noisettes qui regardaient Madeleine avec cette méfiance instinctive que les enfants développent quand le monde autour d'eux a cessé d'être fiable. La petite ne dit rien. Elle resta plantée là, une main sur la poignée de la porte, l'autre tenant un lapin en peluche dont une oreille avait été recousue avec du fil qui n'était pas de la bonne couleur, et elle dévisagea cette vieille femme fatiguée comme si elle cherchait quelque chose dans son visage, un indice, une menace, une réponse à une question qu'elle ne savait pas formuler. Madeleine allait s'accroupir pour lui parler, quand une voix dure résonna depuis l'intérieur de la maison. La voix disait à la petite de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, avec cette irritation sèche des gens épuisés qui n'ont plus la patience de dire les choses doucement. Et puis, un homme apparut derrière l'enfant. Grand, la quarantaine fatiguée, les cheveux châtains qui commençaient à grisonner aux tempes, une chemise froissée dont les manches étaient retroussées n'importe comment et une barbe de plusieurs jours qui n'avait rien de la barbe soignée des hommes qui la portent par choix. C'était la barbe de quelqu'un qui a oublié que les miroirs existent. Étienne, son fils, son garçon, l'enfant qu'elle avait porté, nourri, bercé, aimée de toutes les manières maladroites dont elle était capable, et qu'elle n'avait pas vue depuis 7 ans. 7 ans, 3 mois et 11 jours, mais qui comptaient encore. Étienne la regarda, et son visage traversa en une seconde toutes les émotions qu'un visage humain peut contenir. La surprise, l'incrédulité, la colère, la douleur, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement, mais qui l'étouffa si vite que Madeleine ne fut pas sûre de l'avoir vu. Il resta figé dans l'encadrement de la porte, et le silence entre eux fut si lourd que même la petite fille le sentit, parce qu'elle recula d'un pas et se cacha derrière la jambe de son père, serrant le lapin en peluche un peu plus fort. Madeleine parla la première, parce que si elle ne parlait pas tout de suite, elle allait perdre le courage qu'elle avait mis 3 jours à rassembler pour arriver jusqu'ici. Sa voix sortit fêlée, plus vieille qu'elle ne l'aurait voulu, et elle dit simplement qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être là, qu'elle savait ce qu'il pensait, et qu'elle ne venait pas demander pardon parce que le pardon, ça ne se demande pas comme on demande l'heure, mais que s'il la laissait rester, elle pouvait faire le dîner, juste le dîner, et qu'après elle partirait. Étienne ne répondit pas. Il resta là,
la mâchoire serrée, les mains croisées sur la poitrine comme une armure, et Madeleine vit dans ses yeux la même expression que celle qu'il avait à 8 ans quand elle le décevait, et ce mélange de blessure et de fierté blessée qui est la marque des enfants qui ont appris trop tôt que les adultes ne sont pas fiables. Ce fut la petite fille qui brisa le silence. Elle tira sur le pantalon de son père et demanda, avec la logique implacable des enfants, si la dame allait vraiment faire à manger parce qu'elle avait faim et que papa avait encore oublié de faire les courses. Et cette phrase, dite avec l'innocence brutale de l'enfance, fit plus de dégâts que n'importe quel discours. Étienne baissa les yeux vers sa fille, puis les releva vers sa mère, et quelque chose dans sa résistance craqua. Pas complètement. Juste une fissure, juste assez pour laisser passer un mot. Il dit qu'elle pouvait entrer, que la cuisine était au fond du couloir et qu'il y avait peut-être des choses dans le réfrigérateur, il ne savait plus. Et il s'écarta de la porte, comme on s'écarte d'un coup qu'on ne peut pas éviter, avec résignation plutôt qu'avec bienvenue. Ce que Madeleine découvrit en entrant dans cette maison lui serra le cœur d'une manière qu'elle connaissait, parce que c'était la même sensation qu'elle avait eue en voyant son propre appartement se vider peu à peu, objet par objet, meuble par meuble, dignité par dignité, avant qu'il ne reste plus rien. La Bastide était magnifique, avec ses poutres apparentes, ses sols en pierre de cassis, ses murs crépis à la chaux et ses fenêtres hautes qui laissaient entrer la lumière de Provence comme une bénédiction. Mais la beauté s'arrêtait aux murs. L'intérieur était un champ de bataille silencieux. Le salon immense était jonché de jouets, de dossiers, de tasses de café vides et d'assiettes avec des restes de nourriture séchée. La table de la salle à manger, une table en chêne massif qui avait dû coûter une fortune, était couverte de papiers, de factures, de dessins d'enfants froissés et d'un ordinateur portable dont l'écran affichait une page de tableur figée depuis des heures. Dans le couloir, des cartons empilés les uns sur les autres portèrent des étiquettes écrites d'une main féminine, affaires d'Hélène, bureau d'Hélène, vêtements d'Hélène, et Madeleine comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer. La femme d'Étienne était partie, et elle n'avait pas emporté tous ces cartons, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas l'intention de revenir les chercher, ou qu'Étienne n'avait pas eu la force de les lui envoyer, ou les deux. La cuisine était le pire. C'était une cuisine de rêve, ou comme on en voit dans les magazines, avec un plan de travail en marbre, une cuisinière professionnelle à 6 feux, un îlot central, des casseroles en cuivre accrochées au mur et un garde-manger qui aurait pu contenir les provisions d'un petit restaurant. Mais les casseroles étaient couvertes de poussière. La cuisinière n'avait pas été allumée depuis longtemps, on le voyait aux toiles d'araignée délicates qui s'étaient tissées entre les brûleurs. Le réfrigérateur contenait du lait périmé, un morceau de fromage sous vide, 3 yaourts, un sachet de jambon industriel ouvert depuis trop longtemps et une bouteille de vin blanc entamé. Le garde-manger avait des pâtes, de la farine, de l'huile d'olive, des boîtes de conserve, du riz, des lentilles, un pot de moutarde et des épices qui n'avaient jamais été ouvertes, et certaines encore avec leurs étiquettes de prix. Madeleine regarda tout cela et reconnut la géographie familière du désespoir domestique, l'endroit où un être humain cesse de prendre soin de lui-même et se contente de survivre, un plat surgelé à la fois, un sandwich au jambon à la fois, un repas sauté à la fois. Elle posa son cabas en toile sur le plan de travail et en sortit les seules choses qu'elle possédait encore au monde. Un tablier en lin bleu, si vieux que le tissu était devenu doux comme de la soie, c'était le tablier de sa propre mère, celui qu'elle portait dans la cuisine de la ferme en Ardèche, quand Madeleine était petite et que le monde avait encore un goût de pain chaud et de confiture de mûre. Un petit carnet à couverture cartonnée tenu par un élastique, dont les pages jaunies étaient recouvertes d'une écriture fine et penchée, des recettes transmises de mère en fille depuis 3 générations, certaines tachées de graisse, d'autres de larmes, toutes tachées de vie. Et un couteau de cuisine à manche en bois, usé par des milliers de coupes, que son père lui avait offert quand elle avait 16 ans en lui disant qu'une femme qui sait se servir d'un bon couteau n'aura jamais faim. Madeleine noua le tablier autour de sa taille
Et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit exister autrement que comme un fantôme. Elle retroussa les manches de son pull élimé et commença par le commencement, elle nettoya. Elle lava la vaisselle sale empilée dans l'évier, elle récura le plan de travail, elle essuya les brûleurs de la cuisinière un à un, elle balaya le sol, et puis elle alluma le feu. Le gaz s'enflamma avec un petit souffle bleu et ce son, ce simple soupir de flamme qui prend, fut pour Madeleine comme le premier battement de cœur d'une maison qu'on ranime. Elle fit l'inventaire de ce qu'elle avait. Pas grand-chose en apparence, mais Madeleine était de ces femmes qui avaient appris à transformer le presque rien en quelque chose de beau, parce que c'est ce que la pauvreté enseigne à ceux qu'elle n'a pas complètement brisés. Elle mit de l'eau à bouillir, y jeta les lentilles avec un oignon qu'elle trouva dans un panier, une feuille de laurier du pot d'épices, une gousse d'ail et une cuillère de moutarde. Elle fit une vinaigrette avec l'huile d'olive et le citron qu'elle trouva seule au fond du bac à légumes. Elle fit cuire des pâtes al dente qu'elle mélangea avec le reste de fromage râpé et un filet d'huile, poivrant généreusement. Et avec la farine, le beurre qui restait et une pomme oubliée dans le garde-manger, elle improvisa une tarte aux pommes rustiques, comme celle que sa mère faisait les dimanches d'automne en Ardèche, quand le vent descendait des montagnes et que la maison entière sentait le sucre chaud et la cannelle. L'odeur fut la première chose qui changea dans cette maison. Elle se glissa hors de la cuisine comme une présence vivante, remontant le couloir, passant sous les portes, montant l'escalier, se faufilant dans chaque pièce, comme un murmure qui disait au mur que quelqu'un était là, que quelqu'un faisait attention, que quelqu'un cuisinait. La petite fille fut la première à apparaître. Elle se planta dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le lapin en peluche pendant au bout de son bras, et regarda Madeleine s'affairer avec des yeux ronds et une expression que Madeleine reconnut. L'expression de la faim qui n'est pas seulement celle du ventre, mais celle du cœur, celle d'un enfant qui a besoin qu'un adulte fasse des choses normales, des choses prévisibles, des choses qui sentent bon. Madeleine ne força pas la conversation. Elle posa simplement une assiette de pâtes au fromage devant la petite, avec un verre de lait frais qu'elle avait trouvé, miraculeusement non périmé, derrière les yaourts. La petite mangea debout au début, méfiante, en regardant Madeleine du coin de l'œil, et puis elle s'assit. Et puis elle finit son assiette et en demanda une deuxième portion, ce qui était la plus belle chose que cette cuisine avait entendue depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'un garçon apparut à la porte. Plus grand que la petite, environ 9 ou 10 ans, avec les mêmes yeux noisettes que sa sœur, mais un visage fermé, hostile, qui regardait Madeleine avec une animosité non déguisée. Il ne dit ni bonjour ni bonsoir. Il regarda sa petite sœur manger et dit d'un ton accusateur qu'elle ne devait pas accepter de nourriture d'une inconnue, que papa avait dit de ne pas parler aux gens qu'on ne connaissait pas. La petite fille l'ignora et continua de manger ses pâtes avec l'indifférence souveraine des enfants de 5 ans. Le garçon, qui s'appelait Théo, comme Madeleine l'apprendrait plus tard, resta debout dans l'embrasure de la porte, bras croisés, gardien de forteresse, avec une colère dans les yeux qui n'avait rien à voir avec Madeleine et qui avait tout à voir avec le monde entier. C'était la colère des enfants qui ont vu leur mère partir, qui ont vu leur père s'effondrer, et qui ont décidé que plus personne ne rentrerait dans leur cercle. Étienne descendit quand la tarte fut au four. L'odeur l'avait attiré malgré lui, comme un souvenir qu'on n'arrive pas à chasser. Il s'arrêta dans le couloir, et Madeleine le vit lever la tête et fermer les yeux une seconde, respirant, et elle sut qu'il venait de reconnaître le parfum. C'était la même tarte que celle que Madeleine faisait quand il était enfant. Pas exactement la même parce que les ingrédients étaient différents et que les mains avaient vieilli, mais l'essence était identique. Cette alchimie de beurre chaud, de pommes fondantes et de sucre caramélisé qui est le goût universel de la sécurité. Ils dînèrent dans un silence presque total. Étienne au bout de la table, Théo assis le plus loin possible de Madeleine, la petite Camille juste à côté d'elle, si près que son coude touchait celui de la vieille femme à chaque bouchée. Madeleine servit sans s'asseoir,
comme elle avait l'habitude de le faire, parce que servir les autres avant soi-même est le réflexe des femmes qui ont passé leur vie à penser que leur propre faim pouvait attendre. Mais Camille tira sur sa manche et dit que la dame devait s'asseoir aussi, parce qu'on ne mange pas debout, c'est maman qui disait ça. Et le silence qui suivit cette phrase fut si dense que l'air sembla se solidifier. Étienne baissa les yeux vers son assiette. Théo serra les dents. Et Madeleine s'assit, lentement, en prenant le moins de place possible, comme elle avait appris à le faire partout dans sa vie. Quand le dîner fut terminé et que les assiettes furent vides, Étienne regarda sa mère pour la première fois vraiment, pas avec l'émotion brouillée du seuil de la porte, mais avec l'attention calculée de l'homme d'affaires qu'il était devenu, celui qui avait bâti une entreprise de négoce de vin qui employait 40 personnes. Celui qui possédait cette Bastide, 2 voitures, un compte en Suisse et tous les attributs de la réussite qui ne protègent de rien quand la vie décide de frapper. Il dit que l'ancienne chambre d'amis au rez-de-chaussée était libre, que Madeleine pouvait y dormir cette nuit, que le lendemain, il parlerait. Madeleine acquiesça sans un mot et débarrassa la table avec des gestes de femme qui a débarrassé 10 000 tables dans sa vie, dans des cuisines de restaurants où elle avait travaillé au noir, dans des foyers d'hébergement où elle avait dormi, dans des vies successives qui s'étaient empilées les unes sur les autres comme des couches de peinture sur un vieux mur, chacune recouvrant la précédente sans jamais l'effacer. Madeleine avait 63 ans et en paraissait 10 de plus. Son histoire n'était pas celle d'une femme mauvaise, mais celle d'une femme fragile dans un monde qui ne pardonne pas la fragilité. Elle avait grandi dans une ferme en Ardèche, fille unique d'un couple de paysans taiseux qui l'aimaient comme on aime dans les campagnes, sans le dire, en le montrant dans le bol de soupe chaud, dans la couverture rajoutée les nuits de gel, dans le silence complice des matins de moisson. Sa mère était cuisinière par nature, de celles qui transforment 3 légumes en festin, et c'est elle qui avait rempli le carnet de recettes que Madeleine portait dans son cabas comme un trésor. Son père était mort d'un accident de tracteur quand elle avait 20 ans. Sa mère l'avait suivie 2 hivers plus tard, emportée par une pneumonie que le médecin de campagne avait diagnostiquée trop tard. Madeleine s'était retrouvée seule avec une ferme qu'elle ne savait pas gérer, des dettes qu'elle ne savait pas calculer et un chagrin qu'elle ne savait pas porter. Elle avait vendu la ferme pour une bouchée de pain à un voisin qui attendait cette occasion depuis des années, et elle était montée à Lyon avec dans son sac le carnet de recettes, le tablier bleu et l'idée vague que la ville offrait des possibilités que la campagne refusait. Lyon lui avait donné Étienne. Le père était un homme charmant et instable, des serveurs dans un restaurant du vieux Lyon, qui avait fait à Madeleine des promesses aussi belles que mensongères avant de disparaître quand le ventre de Madeleine avait commencé à s'arrondir. Elle avait élevé Étienne seul, dans un studio de 30 mètres carrés du 7e arrondissement, travaillant en cuisine dans des restaurants qui ne la déclaraient pas, rentrant à des heures impossibles, laissant le petit chez la voisine du dessous, une Algérienne au cœur immense qui appelait Étienne mon fils et lui donnait des gâteaux au miel. Madeleine aimait Étienne de toutes ses forces, mais ses forces n'étaient pas toujours suffisantes. La fatigue, la solitude, le manque d'argent, tout cela creusait des trous dans lesquels elle tombait régulièrement, et chaque fois qu'elle tombait, c'est Étienne qui devait la ramasser. À 10 ans, il faisait les courses tout seul. À 12, il cuisinait quand elle travaillait. À 14, il gérait le budget du mois avec une rigueur que sa mère n'avait jamais eue. Et puis la bouteille était entrée dans leur vie. Pas d'un coup, pas comme un voleur qui fracture la porte, mais doucement, comme une voisine trop présente qui s'installe et refuse de partir. Un verre de vin le soir pour oublier la fatigue, puis 2, puis la bouteille entière, puis autre chose, quelque chose de plus fort, qui brûlait la gorge, mais éteignait le bruit dans la tête. Madeleine était devenue alcoolique à la manière des femmes discrètes, sans scandale, sans bagarre, sans drame visible, juste une absence de plus en plus longue dans ses propres yeux. Un flottement dans les gestes, une odeur sucrée sur la laine. Et le fils qui regarde la mère glisser et qui serre les dents parce que les garçons de 16 ans ne pleurent pas, ils encaissent. Étienne avait quitté la maison à 18 ans
avec une bourse d'études en commerce gagnée à force de notes impeccables, et il n'était jamais revenu vivre avec sa mère. Il l'avait aidé financièrement pendant des années, payant le loyer, envoyant de l'argent que Madeleine transformait en bouteilles avec une régularité désespérante. Il lui avait trouvé des cures de désintoxication. Il l'avait inscrite à des programmes. Il l'avait supplié, menacé, imploré. Et chaque fois, Madeleine promettait, tenait 2 mois, 3 mois, puis rechutait. Et chaque rechute creusait un peu plus le fossé entre eux, jusqu'à ce que le fossé devienne canyon et que la fatigue d'Étienne devienne mûre. Le dernier appel datait de 7 ans. Madeleine avait téléphoné à 3 heures du matin, ivre, depuis les urgences de l'hôpital où on l'avait emmené après une chute dans les escaliers de son immeuble. Étienne avait décroché et entendu la voix pâteuse de sa mère qui lui promettait une fois de plus que c'était la dernière fois. Et quelque chose en lui s'était brisé. Il avait dit calmement, avec une voix si froide que Madeleine, malgré l'alcool, s'en souvenait encore parfaitement, qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus, que c'était fini. Et il avait raccroché. Et il n'avait plus jamais décroché. Ce que Madeleine ne savait pas, c'est que cette nuit-là, Étienne avait pleuré pendant 2 heures, assis par terre dans la salle de bain de son appartement parisien, pendant que sa femme Hélène essayait de le réconforter de l'autre côté de la porte, et que le lendemain, il avait changé de numéro de téléphone, non pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que l'aimer en la regardant se détruire était la chose la plus insupportable qu'il ait jamais vécue et qu'il avait choisi de survivre. Madeleine avait touché le fond 2 ans après ce dernier appel. Le fond avait la forme d'un banc dans un parc de Lyon, en janvier, avec un manteau trop mince et pas assez d'alcool dans le sang pour ne pas sentir le froid. Une bénévole d'une association caritative l'avait trouvé à l'aube et l'avait emmené dans un centre d'accueil. Là, au milieu de gens aussi cassés qu'elle, Madeleine avait fait la chose la plus difficile de sa vie entière, plus difficile que perdre ses parents, plus difficile que élever un enfant seul, plus difficile que vivre dans la rue. Elle avait arrêté de boire. Pas d'un coup héroïque, mais dans la douleur lente et humiliante du sevrage, avec les tremblements, les cauchemars, les nausées, les moments où le corps supplie pour une gorgée et où l'esprit doit hurler plus fort que le corps. 5 ans de sobriété. 5 ans de reconstruction dans des foyers, dans des associations, dans des petits boulots de cuisine qui ne payaient presque rien, mais qui lui permettaient de se retrouver à travers le seul langage qu'elle avait toujours maîtrisé, celui de la nourriture. Et au bout de ces 5 ans, assez forte pour supporter la réponse quelle qu'elle soit, elle avait cherché son fils. Elle l'avait trouvé ici, en Provence, dans cette Bastide qui ressemblait à un conte de fées fissuré. Et maintenant, elle était couchée dans la chambre d'amis, dans un lit plus confortable que tout ce qu'elle avait connu depuis des années, les yeux grands ouverts dans le noir, écoutant les bruits de cette maison inconnue et se demandant si le matin apporterait le pardon ou la porte. Ce fut le matin qui apporta la réponse provisoire. Madeleine se leva avant l'aube par habitude, parce que les sans-abri se réveillent tôt, non par vertu mais par instinct de survie. Il faut libérer le banc, il faut trouver l'eau. Il faut se mettre en mouvement avant que le froid ne gagne. Elle enfila le tablier bleu et entra dans la cuisine silencieuse. Alluma la cuisinière, fit chauffer du lait pour les enfants, chercha du café, en trouva un paquet dans le placard, elle le moulut dans un vieux moulin à manivelle qu'elle découvrit rangé derrière les casseroles en cuivre, un moulin Peugeot des années 60 qui avait dû appartenir à quelqu'un qui savait que le café moulu à la main n'a pas le même goût. Le parfum du café fraîchement moulu emplit la cuisine et remonta dans toute la maison comme un rappel de tout ce qui avait été oublié. Étienne apparut en premier, attiré par l'odeur comme un somnambule guidé par la lumière. Il s'assit à la table de la cuisine sans un mot, et Madeleine posa devant lui une tasse de café noir avec un sucre à côté, exactement comme il l'aimait quand il avait 15 ans. Et elle vit à la manière dont il regarda la tasse que ce détail l'avait secoué plus que n'importe quelle parole. Elle se souvient de comment tu prends ton café, c'est ce que ce geste disait. Et je me souviens de toi-même, quand je ne me souvenais plus de moi-même. Ils parlèrent ce matin-là, pas de tout,
pas des 7 années perdues, mais de l'essentiel immédiat. Étienne lui dit ce qu'il pouvait supporter de dire, que Hélène était partie 4 mois auparavant, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'elle avait laissé les enfants parce qu'elle disait avoir besoin de se retrouver, formula polie pour dire qu'elle avait choisi sa liberté par-dessus sa maternité et qu'Étienne ne la jugeait pas, ou du moins essayait de ne pas la juger, parce qu'il savait mieux que personne ce que c'est de vouloir fuir. Il dit que son entreprise exigeait des déplacements constants, que la nounou avait démissionné le mois dernier parce que Théo l'avait mordu, oui, mordu, comme un animal qui se défend avec les dents quand il n'a plus d'autres armes, et que depuis, il se débrouillait seul, c'est-à-dire qu'il ne se débrouillait pas du tout. Les enfants mangeaient des repas surgelés ou du pain avec du jambon. L'école avait convoqué Étienne 2 fois parce que Camille venait avec des vêtements sales et que Théo avait des comportements agressifs avec les autres élèves. L'assistante sociale avait laissé un message sur le répondeur qu'Étienne n'avait pas encore eu le courage d'écouter. Madeleine écouta tout cela sans interrompre, les mains serrées autour de sa propre tasse, et quand Étienne eut fini, elle dit ce qu'elle avait préparé dans sa tête pendant toute la nuit. Elle dit qu'elle savait qu'elle n'avait aucun droit, que le mot « mère » dans sa bouche sonnait comme une imposture vu ce qu'elle avait fait de ce rôle. Ah, mais qu'elle ne demandait pas qu'il l'aime, ni qu'il lui pardonne, parce que ces choses-là ne se demandent pas, elles arrivent ou elles n'arrivent pas. Mais qu'elle savait cuisiner, qu'elle savait tenir une maison, qu'elle savait s'occuper d'enfants, et que s'il la laissait rester, elle pouvait rendre cette maison vivante à nouveau. Pas en tant que mère, en tant que n'importe quoi qu'il voudrait bien accepter. Étienne répondit après un long silence que la chambre d'amis restait libre et que les enfants avaient besoin de dîner ce soir aussi. C'était un oui qui ne ressemblait pas à un oui, mais Madeleine l'accepta comme le plus beau cadeau qu'on lui ait fait depuis des années. Les premiers jours furent une danse compliquée faite de distances calculées et de gestes prudents. Madeleine transforma cette cuisine fantôme en cœur battant. Elle se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner, des tartines beurrées avec de la confiture qu'elle fit elle-même avec les prunes du verger abandonnées derrière la maison, du chocolat chaud pour Camille, du café au lait pour Théo qui refusait de le boire, mais qui en buvait quand même en cachette. Elle préparait les enfants pour l'école, repassait leurs vêtements, coiffait Camille, qui avait des nœuds dans les cheveux depuis des semaines, et qui se laissait faire avec un bonheur muet. Elle faisait les courses au marché de Manosque avec l'argent qu'Étienne laissait sur la table de la cuisine, et elle revint avec des légumes de saison, des herbes fraîches, du fromage de chèvre, des olives, de la viande de l'agneau fermier, et refit de cette cuisine ce qu'une cuisine de Provence aurait toujours dû être, un lieu de parfum, hors de chaleur et de vie. Le déjeuner était prêt quand les enfants rentrèrent de l'école. Un rôti de porc aux herbes de Provence le lundi. Une daube de bœuf qui mijotait 3 heures le mardi, un gratin dauphinois le mercredi, un pot-au-feu le jeudi, une bouillabaisse simplifiée le vendredi avec le poisson du marché. Chaque plat venait du carnet de recettes de cette lignée de femmes qui avaient transmis leur savoir de bouche à oreille et de main à main, et chaque plat racontait une histoire que Madeleine gardait pour elle, parce que ce n'était pas encore le moment de parler, c'était le moment de nourrir. Camille s'ouvrit la première, comme s'ouvrent les enfants jeunes, sans réfléchir, sans calculer, simplement parce que la chaleur était là et que la chaleur attire. En moins d'une semaine, elle suivait Madeleine partout, l'aidait à éplucher les légumes avec une application maladroite, s'asseyait sur le plan de travail pour la regarder pétrir la pâte et demandait des histoires que Madeleine inventait au fur et à mesure, peuplées de renards malins, de poules courageuses et de petites filles qui retrouvaient toujours le chemin de la maison. Théo était l'autre histoire. Le garçon de 10 ans portait sur ses épaules un poids qui n'était pas de son âge et qui se manifestait par une hostilité constante. Il refusait de manger à table quand Madeleine y était. Il emportait son assiette dans sa chambre et mangeait seul. Quand Madeleine rangeait la maison, il dérangeait tout derrière elle. Quand elle mettait de la musique dans la cuisine, il montait le volume de sa tablette pour couvrir le son. Et un soir, quand Madeleine déposa un gâteau au chocolat sur la table et que Camille applaudit de joie, Théo dit d'une voix tremblante de rage qu'elle n'était pas leur grand-mère et qu'elle n'avait pas le droit de faire semblant.
Le silence qui tomba sur la cuisine fut terrible. Camille regarda son frère avec des yeux effrayés. Madeleine sentit les mots comme des pierres dans la poitrine, mais ne broncha pas. Et Étienne, qui venait d'entrer et avait tout entendu, resta figé dans l'embrasure de la porte, déchiré entre la protection de ses enfants et une vérité qu'il n'avait pas encore dite. Parce que Théo avait raison, dans un sens. Madeleine n'était pas une grand-mère au sens où on l'entend d'habitude. Elle n'avait pas été là pour les premières dents, les premiers pas, les premières maladies, les premiers cauchemars. Anaëlle avait été absente pour toutes les choses qui font d'on devient famille, et sa présence maintenant, aussi utile soit-elle, ne pouvait pas effacer cette absence. Mais Madeleine avait appris une chose dans les centres d'accueil et dans les réunions des alcooliques anonymes, elle avait appris que la seule réponse à la colère de quelqu'un qu'on a blessé, c'est la constance. Pas les excuses répétées qui deviennent du bruit, pas les promesses qui n'ont plus de valeur, la constance. Être là le lendemain et le surlendemain et le jour d'après. Être là non pas comme un droit, mais comme un choix renouvelé chaque matin. Elle continua de cuisiner, elle continua de nettoyer, elle continua de préparer les affaires de Théo pour l'école même quand il les jetait par terre. Elle continua de lui mettre son assiette, même quand il ne venait pas la chercher. Et elle ne le toucha jamais sans sa permission, ne rentra jamais dans sa chambre sans frapper, ne le força jamais à rien, pas même à dire bonjour. La première brèche dans la muraille de Théo arriva de la manière la plus improbable. Un mercredi après-midi, Madeleine était dans la cuisine en train de préparer une pâte à crêpes, le carnet de recettes ouvert sur le plan de travail. Théo passa dans le couloir et s'arrêta net. Il regardait le carnet. Il s'approcha malgré lui, attiré par quelque chose qu'il ne comprenait pas, et resta debout à 1 mètre de Madeleine, lisant par-dessus son épaule. Puis, il demanda, d'une voix volontairement neutre, ce que c'était que ce cahier. Madeleine lui répondit que c'étaient les recettes de son arrière-grand-mère et de sa grand-mère, transmises de génération en génération. Théo regarda les pages jaunies, l'écriture ancienne, les taches de cuisine sur le papier, et Madeleine vit dans ses yeux, juste une seconde avant qu'ils ne se referment, cette fascination que les enfants ont pour les choses anciennes, pour les objets qui viennent de loin et qui portent le poids du temps. Il dit qu'il n'avait pas de recette de sa mère, parce que sa mère ne cuisinait pas. Elle commandait en ligne. Et il sortit de la cuisine sans attendre de réponse. Mais il avait parlé, et il était resté plus d'1 minute sans hostilité. La crise arriva à la fin de la 3e semaine, et elle vint de l'extérieur, comme dans toutes les histoires où les gens seraient heureux si le monde les laissait tranquilles. La sœur d'Hélène, une Parisienne prénommée Véronique, débarqua un samedi matin sans prévenir, dans une voiture allemande qui coûtait plus que ce que Madeleine avait gagné dans toute sa vie. Véronique était avocate, belle de cette beauté sévère qui impressionne mais ne réchauffe pas, et elle considérait Étienne comme un incapable sentimental depuis qu'Hélène l'avait quitté. Elle venait, disait-elle, voir comment allaient les enfants. Ce qu'elle venait vraiment faire, c'était collecter des munitions pour la procédure de garde qu'Hélène envisageait de lancer. Ce qu'elle trouva la déstabilisa. La maison était propre, les enfants soignés, et la cuisine embaumait le poulet rôti au thym, et Camille courut vers elle avec un sourire que Véronique n'avait pas vu depuis des mois. Mais quand elle aperçut Madeleine dans la cuisine, avec son tablier usé et ses mains de travailleuse, elle se raidit comme face à une anomalie. Elle prit Étienne à part dans le salon et parla à voix basse, mais pas assez basse pour que Madeleine, dans le couloir, n'entende pas chaque mot. Elle dit que c'était de la folie. Qu'il avait installé chez lui une ancienne alcoolique sans domicile avec ses enfants. Que Célène apprenait ça, et elle l'apprendrait parce que Véronique allait le lui dire, le juge ne mettrait pas 2 secondes à lui retirer la garde. Qu'il mettait ses enfants en danger. Qu'une femme qui n'avait pas été capable de s'occuper de son propre fils ne pouvait pas être capable de s'occuper de ses petits-enfants. Chaque mot était un coup de couteau avec la précision du chirurgien, et Madeleine les reçut tous, debout dans le couloir, sans bouger, parce qu'elle savait que Véronique avait partiellement raison et que la vérité partielle est la plus cruelle, elle coupe avec un côté de la lame et caresse avec l'autre.
Étienne répondit à Véronique d'une voix tendue que c'était sa maison, ses enfants et sa décision. Véronique dit que ce ne serait pas sa décision très longtemps si un juge s'en mêlait, et elle sortit du salon en croisant Madeleine dans le couloir sans la regarder, comme on évite de regarder un accident de la route. Ce soir-là, après le dîner, quand les enfants furent couchés, la conversation que Madeleine redoutait eut lieu. Étienne s'assit face à elle à la table de la cuisine et lui dit, avec une honnêteté douloureuse, qu'il ne savait plus quoi faire, que depuis qu'elle était là, la maison fonctionnait, que les enfants allaient mieux, que Camille recommençait à rire et que même Théo semblait moins en colère, mais que Véronique avait soulevé des questions qu'il ne pouvait pas ignorer, que le passé de Madeleine existait, que l'alcoolisme existait, que les 7 années de silence existaient, et qu'un juge ne verrait pas le tablier bleu et le carnet de recettes, il verrait un casier, un dossier social et une femme qui avait failli à ses devoirs de mère. Madeleine écouta tout sans se défendre, parce que se défendre aurait été nier, et nier aurait été mentir, et mentir était la seule chose qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle dit simplement qu'elle comprenait, qu'elle partirait le lendemain matin s'il le fallait, que les enfants ne se souviendraient non pas d'elle longtemps, les enfants oublient vite quand ils sont aimés par d'autres. Mais en disant cela, sa voix se brisa sur le mot « oubliant », et Étienne vit sa mère comme il ne l'avait jamais vue, non plus comme la femme fragile qui l'avait déçu, ni comme l'alcoolique qui l'avait détruit, mais comme un être humain usé jusqu'à la corde qui essayait de toutes ses forces de réparer quelque chose en sachant qu'il était peut-être trop tard. Et c'est Théo qui trancha. Le garçon était debout dans l'escalier depuis le début de la conversation, en pyjama, pieds nus, eux avec cette manie qu'ont les enfants d'écouter aux portes les conversations qui décident de leur sort. Il descendit les marches, entra dans la cuisine et regarda son père droit dans les yeux. Puis il dit avec la solennité maladroite de ses 10 ans que Madeleine faisait la meilleure cuisine du monde et que si elle partait, qui ferait les crêpes du mercredi. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas du pardon. C'était un garçon en colère qui admettait, avec les seuls mots qu'il trouvait, que cette femme comptait, qu'il ne voulait pas perdre une personne de plus, et que les crêpes du mercredi, c'était la seule chose stable qui lui restait. Étienne regarda son fils et vit dans ses yeux cette même peur qu'il avait eue toute sa vie, la peur de l'abandon, la peur que les gens partent, la peur que la maison se vide. Et il comprit que refuser sa mère pour protéger ses enfants, c'était précisément ce qui les détruirait, parce qu'ils verraient leur père chasser la seule personne qui avait remis de la lumière dans leur journée. Et que le juge pourrait dire ce qu'il voudrait, mais que les enfants avaient besoin du poulet rôti de Madeleine autant que de tout le reste. Il ne dit pas qu'elle pouvait rester. Il dit qu'il allait appeler son avocat le lendemain pour formaliser les choses, que Madeleine serait déclarée, logée officiellement, que tout serait en règle, et que Véronique pouvait aller se faire voir au tribunal si ça lui chantait. Ce n'était pas élégant, mais c'était clair, et la clarté, parfois, vaut toutes les élégances du monde. Madeleine regarda son fils et son petit-fils ensemble, dans cette cuisine qui sentait encore le thym du dîner, et elle sentit quelque chose qu'elle croyait mort en elle se remettre à vivre. Les mois passèrent, et la Bastide se transforma, pas dans ses murs, qui étaient déjà beaux, mais dans son âme. La cuisine de Madeleine devint le centre de gravité de la maison. Les enfants prenaient leur goûter sur l'îlot central en racontant leur journée d'école. Étienne rentra plus tôt du bureau, d'abord une fois par semaine, puis 2, puis tous les jours, parce que la maison ne faisait plus peur quand on y entrait. La fontaine de la cour fut réparée, et son murmure devint le bruit de fond des matins tranquilles. Les rosiers furent taillés par Madeleine, qui retrouvait dans le jardinage la patience que l'Ardèche lui avait apprise. Le verger donna des prunes, des figues et des amandes, et Madeleine en fit des confitures, à des tartes et des gâteaux qui remplirent les placards vidés par le désespoir. Théo se rapprocha avec la lenteur d'un animal sauvage qui apprend à faire confiance. Le carnet de recettes devint leur terrain neutre. Un soir, il demanda à Madeleine de lui apprendre à cuisiner.
Elle dit oui, sans montrer sa surprise, et ils commencèrent par les crêpes, parce que les crêpes, c'était leur histoire. Le garçon qui avait mordu la nounou pétrissait la pâte avec une concentration féroce, et quand sa première crêpe fut dorée des deux côtés, il la regarda avec une fierté qui était celle de quelqu'un qui découvre qu'il est capable de construire quelque chose, et pas seulement de détruire. Camille, elle, appela Madeleine mamie un matin d'octobre, sans prévenir, comme on respire, naturellement, et Madeleine faillit lâcher la casserole qu'elle tenait. Elle se retourna vers la petite qui la regardait avec ses yeux noisettes grands ouverts et cette expression d'attente qu'ont les enfants quand ils viennent de faire quelque chose d'important et qu'ils ne savent pas encore si c'était bien ou mal. Madeleine posa la casserole, s'agenouilla et prit la petite dans ses bras en mettant toute une vie ratée et une seconde chance dans cet embrassement. La confrontation avec Véronique n'eut jamais lieu comme Étienne l'avait craint. Ce qui arriva fut quelque chose que personne n'attendait. Hélène appela un soir de novembre et demanda à parler aux enfants. Camille babilla avec bonheur pendant 10 minutes, racontant que mamie faisait des tartes et que le chat des voisins venait manger les restes dans le jardin. Et le silence d'Hélène au bout du fil, quand sa fille de 5 ans appela une inconnue mamie avec la joie de quelqu'un qui a trouvé ce dont il avait besoin, ce silence-là fut la vraie résolution du conflit. Hélène ne contesta pas la garde. Et Véronique ne revint jamais à la Bastide. 1 an après l'arrivée de Madeleine, le soir du réveillon de Noël, la table de la salle à manger était dressée avec une nappe blanche que Madeleine avait achetée au marché aux puces de l'Isle-sur-la-Sorgue. Dans la cuisine, un chapon rôtissait lentement dans le four avec des marrons et des oignons confits, la bûche de Noël refroidissait sur le balcon et les 13 desserts provençaux étaient alignés sur le buffet, parce que Madeleine avait appris que la Provence a ses traditions et qu'adopter les traditions d'un lieu, c'est lui dire qu'on veut y rester. Étienne installa une chaise supplémentaire à table ce soir-là et personne ne demanda pour qui elle était parce que tout le monde savait. C'était la chaise de Madeleine. Non plus la chaise d'une invitée, non plus celle d'une aide ménagère, mais celle d'une grand-mère, d'une mère, d'un membre de la famille qui avait gagné sa place non pas par le sang, mais par la constance. Après le dîner, quand Camille dormait sur le canapé et que Théo montait se coucher en lançant un bonne nuit mamie qui fit trembler le menton de Madeleine, Étienne sortit sur la terrasse avec sa mère et ils restèrent assis côte à côte dans le froid de décembre, enveloppés dans des couvertures, regardant les étoiles au-dessus des collines. Étienne dit qu'il ne lui avait jamais pardonné, et Madeleine sentit son cœur se serrer, mais il continua. Il dit qu'il ne lui avait jamais pardonné parce que le pardon n'est pas un moment, c'est un chemin, et qu'il était en train de le marcher, chaque jour, un pas de plus, et que certains jours il reculait, mais que la plupart du temps il avançait, et que ce soir, il était plus loin sur ce chemin qu'il ne l'avait jamais été. Madeleine ne dit rien pendant longtemps. Puis elle sortit de la poche de son tablier le carnet de recettes et le posa sur les genoux d'Étienne. Il l'ouvrit sous la lumière qui venait de la fenêtre de la cuisine et vit les recettes anciennes, l'écriture de sa grand-mère qu'il n'avait jamais connue, les taches de graisse et de temps. Et entre les dernières pages, il trouva des recettes ajoutées d'une autre écriture, une écriture maladroite mais appliquée qu'il mit un moment à reconnaître. C'était l'écriture de Théo. Le garçon avait commencé à écrire ses propres recettes dans le carnet. Les crêpes du mercredi. Le gratin que mamie lui avait appris. Une recette inventée qu'il avait appelée le gâteau aux 3 trucs parce qu'il n'avait pas eu le temps de compter les ingrédients. L'écriture était brouillonne, les proportions probablement fausses, mais c'était là, sur le même papier que les recettes de l'arrière-grand-mère, dans le même carnet que 4 générations de femmes s'étaient transmis, ajouté par un garçon de 10 ans qui avait trouvé sa place dans une lignée qu'il ne connaissait pas 6 mois plus tôt. Étienne referma le carnet, le garda contre sa poitrine et ne dit pas merci, parce qu'on ne remercie pas quelqu'un pour une chose aussi grande. On la porte en soi, et on espère que le silence dit ce que les mots ne savent pas porter. Ah, les années passèrent avec cette lenteur douce des vies qui ont trouvé leur rythme. Théo grandit et devint un adolescent moins en colère,
puis un jeune homme qui étudiait la cuisine à Avignon et qui disait à ceux qui demandaient qu'il tenait sa vocation de sa grand-mère, sans préciser que cette grand-mère avait dormi dans la rue. Camille grandit et devint une jeune fille rieuse, qui ramenait ses amis à la maison, précisément parce que la maison sentait toujours bon et que mamie faisait toujours trop de nourriture, comme si elle essayait de nourrir toute la solitude qu'elle avait connue en nourrissant tous les gens qui passèrent la porte. Étienne vendit une partie de son entreprise, garda ce qu'il aimait et travailla moins, parce qu'il avait compris, en regardant sa mère récurer des casseroles à 65 ans avec la gratitude de quelqu'un à qui on a donné une seconde chance, que le succès le plus magistral au monde ne vaut rien si la cuisine est froide à l'heure du dîner. Madeleine vieillit dans cette Bastide de Provence comme vieillissent les oliviers que l'on voit depuis la terrasse, lentement, solidement, avec de plus en plus de rides et de plus en plus de grâce. Elle ne redevint jamais la mère parfaite qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été. Il y avait des jours où la honte du passé remontait comme une marée noire et où elle s'enfermait dans sa chambre avec le tablier bleu serré contre elle comme un bouclier. Il y avait des nuits où elle ne dormait pas, hantée par le souvenir des promesses rompues, des bouteilles vidées et du regard de son fils de 16 ans qui la ramassait par terre. Mais chaque matin, elle se levait, nouait le tablier et allumait le feu, parce que c'était ce qu'elle savait faire et que parfois, la réparation du monde commence par une casserole sur le feu et un enfant qui arrive en courant parce que ça sent bon. Longtemps après, un soir de septembre qui ressemblait à celui de son arrivée, avec la même lumière dorée sur les collines et le même vent tiède qui portait l'odeur du thym sauvage, Madeleine et Étienne étaient assis sur la terrasse. Théo était en ville, dans son propre restaurant dont l'enseigne portait un nom que Madeleine avait pleuré en le découvrant, le Tablier bleu. Camille était en fac de médecine à Marseille et appelait tous les soirs pour demander des recettes, et parce qu'elle cuisinait dans une chambre d'étudiante avec une seule plaque et des résultats que Madeleine qualifiait de courageux, pour ne pas dire catastrophiques. Étienne avait les cheveux tout gris maintenant et des rides au coin des yeux qui ressemblaient à celles de son grand-père que Madeleine avait tant aimé. Il prit la main de sa mère, de cette main qui avait épluché 10 000 légumes, pétri 1000 pains, essuyé 1000 larmes, et il dit la chose qu'il avait mis 15 ans à formuler. Il dit qu'il avait eu tort de raccrocher ce soir-là. Qu'on ne raccroche pas sur sa mère, même quand elle est brisée, même quand on n'en peut plus, même quand on croit qu'on survivra mieux sans elle. Que ces 7 années de silence étaient le trou le plus noir de sa vie, plus noir que le départ d'Hélène, plus noir que les nuits de solitude avec 2 enfants qui hurlaient, parce qu'au fond de chaque détresse, il avait voulu appeler sa mère et qu'il ne pouvait pas, parce que c'est lui qui avait fermé la porte. Madeleine serra la main de son fils et dit d'une voix douce que la porte qui compte, ce n'est pas celle qu'on ferme, c'est celle qu'on rouvre, et qu'elle lui serait éternellement reconnaissante d'avoir ouvert la sienne à une vieille femme fatiguée qui ne demandait rien d'autre que le droit de faire le dîner. Étienne rit de ce rire bas qui était le sien, et qui ressemblait tellement à celui du grand-père d'Ardèche que Madeleine sentit le cercle se refermer, et lui dit qu'elle avait fait bien plus que le dîner, qu'elle avait refait la famille, la maison, le sens, tout. Et Madeleine répondit avec ce sourire fatigué et lumineux des femmes qui ont traversé le pire et qui sont encore là, qu'elle n'avait pas refait toute seule, qu'il avait laissé le portail ouvert ce soir-là et que tout avait commencé par cette grille en fer forgé qui avait grincé sous sa main, et que parfois, c'est tout ce que le bon Dieu demande aux gens, pas des miracles, pas des grandes déclarations, juste qu'on laisse le portail ouvert quand quelqu'un a besoin d'entrer. Et voilà comment se termine cette histoire, mes amis, qui n'est pas une histoire de mère parfaite, ni de fils qui pardonne en un instant. C'est une histoire de mains qui tremblent et de cuisine qui chauffe. C'est une histoire de crêpes du mercredi et de carnets tachés de graisse. C'est une histoire de ce qui arrive quand on dit oui au lieu de dire non, à quand on laisse entrer au lieu de fermer, quand on accepte que l'amour arrive cabossé, imparfait,
en retard de 7 ans, mais qu'il arrive quand même, avec un tablier usé et l'odeur du café frais. Si cette histoire vous a touché le cœur, comme elle m'a touché le mien en la racontant, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Contes d'autres temps, activez la cloche pour ne manquer aucune histoire, et dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus serré la gorge. Est-ce que c'est le garçon qui dit qu'il fera les crêpes du mercredi? Est-ce la petite qui dit mamie pour la première fois? Ou est-ce les recettes de Théo écrites entre celles de l'arrière-grand-mère, dans le même carnet, avec la même encre, comme si 4 générations se tenaient la main par-dessus le temps? Dites-moi ce qui est resté dans votre cœur. Et souvenez-vous toujours, parfois on croit qu'on demande juste à faire le dîner, mais c'est un foyer entier qu'on est en train de rallumer. À la prochaine histoire, que Dieu bénisse votre maison comme il a béni celle d'Étienne et de Madeleine.